Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Dans ce nouvel épisode d'En route vers le Tour, nous nous plongeons dans l'histoire de l'équipe Visma Lease the Bike. Depuis sa création en 1994, cette équipe a connu de grandes victoires sur différentes périodes pour devenir de nos jours une des meilleures équipes du monde. Retour sur ses débuts en 1994. L'équipe Tira Late est dissoute en 1983, suite à des différends avec le leader Jan Raas et le DS Peter Post. Jan Raas forme d'ailleurs ensuite l'équipe Quantum qui connaît un succès rapide. Raas devient par la suite manager de l'équipe et un certain Adrie van der Poel remporte le round en 86. Durant cette période, de nombreux coureurs se succèdent et remportent des victoires d'étape dans les grands tours. Hedwig van Hooijdonk remporte 2 Tours des Flandres entre 89 et 91. Un coureur comme Eric Decker, future figure de la Rabobank, rejoint l'équipe durant cette période. Cette période marque également la transition de l'équipe vers une force dominante dans le cyclisme avec une succession de sponsors et l'émergence de talents qui marqueront les années suivantes. À la fin de 1995, le nouveau sponsor de l'équipe devient l'institution bancaire néerlandaise Rabobank. L'équipe Rabobank, sponsorisée par la marque néerlandaise Rabobank, a été active de 1996 à 2012. Bien que connue pour ses performances impressionnantes, l'équipe a également été marquée par des scandales de dopage, notamment entre les années 2000 et 2010, au même titre que de nombreuses équipes à l'époque. Rabobank commence à se faire un nom dans le cyclisme professionnel après sa victoire sur le round 97 de Sorensen. Des coureurs comme Decker vont se faire un nom sur le Tour de France avec 3 victoires en 2000. Denis Menchov remportera en 2009 le premier grand tour de l'histoire de l'équipe avec le Giro. Enfin, il faut noter qu'un coureur comme Oscar Freire va remporter 3 fois Milan-San Remo sous le maillot de la Rabobank. Cependant, l'équipe va devoir faire face à des histoires de dopage. En 2007, Michael Rasmussen, un des principaux coureurs de la Rabobank, est exclu du Tour de France alors qu'il portait le maillot jaune, en raison de mensonges concernant son lieu d'entraînement, suggérant des tentatives à échapper évidemment à des contrôles antidopage. En 2008, Thomas Decker est suspendu pour dopage à l'EPO, l'érythropoïétine. Sa suspension confirme des suspicions de dopage au sein de l'équipe. Il avouera d'ailleurs dans son autobiographie en 2016 que le dopage était courant au sein de l'équipe Rabobank. L'équipe en 2013 ne trouve pas de sponsor. Alors, l'équipe a jusqu'à la fin 2013 pour trouver un nouveau sponsor. Elle court d'ailleurs en début de saison sous le nom de Blanco Pro Cycling, faisant référence à son statut de formation sans sponsor officiel. C'est à la fin de juin 2013 que Belkin deviendra le sponsor de l'équipe. Richard Plugge, actuel directeur général de la Visma, est nommé directeur général en 2013. De nombreux coureurs de la Rabobank sont encore là et Bauke Mollema s'illustre sur la Vuelta avec une étape alors que Robert Racing gagne le Grand Prix de Québec. À partir de la saison 2015, l'équipe est renommée Lotto NL Jumbo, du nom de ses 2 nouveaux sponsors, la loterie nationale néerlandaise et la chaîne de supermarchés Jumbo. 13 coureurs de Belkin sont conservés et d'autres comme Tennyson, Bennett ou Van Asbroek arrivent alors que Mollema s'en va. En pleine reconstruction, elle réalise sa plus mauvaise saison de son histoire avec seulement 6 victoires. C'est en 2016 que des coureurs comme Roglic, Campenars ou encore Dylan Groenewegen arrivent. Avec 11 victoires pour Groenewegen au sprint, mais également les victoires d'étape de Roglic sur le Giro et Racing sur la Vuelta, Jumbo réalise une bien meilleure saison. Entre 2017 et 2018, Groenewegen va continuer de briller avec 3 victoires sur le Tour. Roglic va s'imposer pour la première fois en 2018 sur le Tour de France avec la 19e étape. Mais c'est en 2019 que le règne de Primož va débuter. Avec sa première Vuelta remportée en septembre 2019, le Slovène devient injouable sur cette course. Il va d'ailleurs le remporter 3 fois de suite, un véritable exploit. Il terminera d'ailleurs 2019 numéro 1 mondial avec ses succès à l'UAE Tour, Tirreno, le Tour de Romandie pour ne citer que. Sur cette même saison 2019, Van Aert rejoint l'équipe pour renforcer l'équipe sur les classiques. Au total, 49 succès pour celle qui est devenue Jumbo-Visma, dont 8 étapes sur les grands tours. Entre 2019 et 2020, l'équipe double son budget, passant de 9 à 18 millions d'euros. Dumoulin est recruté pour créer un trio avec Roglic, Dumoulin et Kruijswijk. L'équipe développement est créée en parallèle. L'année de Roglic est en 2020. Il est certes à nouveau numéro 1 mondial, mais perd le Dauphiné sur chute, mais pire que ça, il va perdre un Tour de France qu'il domine la veille de l'arrivée. Sur la planche des belles filles,
face à son compatriote Tadej Pogačar. Il remporte dans cette saison Covid tout de même Liège-Bastogne-Liège en fin de saison avant de remporter une nouvelle Vuelta, la seconde. Van Aert explose en 2020, il remporte Milan-San Remo, les Strade Bianche et 2 étapes sur le Tour de France pour ne citer qu'elle. 2021 est une nouvelle grande saison pour Jumbo-Visma avec 43 victoires, dont des belles classiques pour Van Aert, la Vuelta pour Roglic, et surtout l'émergence d'un jeune coureur, Jonas Vingegaard. Propulsé leader sur le Tour, après l'abandon de Roglic, ce dernier termine 2e pour son premier Tour de France et donne rendez-vous dans les prochaines années. Surprise, Visma n'est que 3e équipe mondiale. Mais en 2022, l'équipe va retrouver son trône de numéro 1. Avec 48 succès, l'équipe va enfin remporter son premier Tour de France grâce à Jonas Vingegaard. Au total, 6 victoires d'étape sur ce tour pour l'équipe. Roglic va échouer sur la Vuelta après une chute, il ne pourra pas défendre son titre. Ce dernier remporte tout de même le doublé Paris-Nice, critérium du Dauphiné. Si 2022 était impressionnante pour la Jumbo, qu'en est-il de 2023 ? Eh bien, il n'y a pas de superlatif pour définir la saison 2023 de l'équipe Jumbo-Visma. 69 victoires, rien que ça. 3 grands tours, un triplé sur la Vuelta, 3 vainqueurs de grands tours différents. On s'arrête là ? Non. Le Dauphiné pour Vingegaard, Tirreno pour Roglic, le Pays Basque pour Vingegaard. Effrayant ? Oui. Bref, la saison 2023 de Jumbo sera à jamais dans l'histoire. Seul bémol, Jumbo n'arrive plus à remporter de monument depuis 2020. Avant d'arriver au Tour de France 2024, on va parler du début de saison de Jumbo sur cette année. Il est excellent. 20 victoires dont 10 World Tour. Rien que ça. La nouvelle recrue Matteo Jorgensen s'est révélée avec sa victoire à Paris-Nice et sa 2e place au critérium du Dauphiné. De plus, il s'est également révélé un excellent classic man avec sa victoire sur À travers la Flandre. On va maintenant passer à la preview du Tour. Sur ce Tour de France, plusieurs incertitudes émergent autour de cette équipe Visma Lease a Bike. Sepp Kuss, qui de base était dans la start list de l'équipe, a malheureusement dû renoncer à cause du Covid. Jonas Vingegaard, victime d'une chute, une grave chute au Tour du Pays Basque, est diminué, il n'a pas couru depuis, on ne connaît pas du tout sa forme, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir donner. Donc c'est vraiment l'incertitude numéro 1. Est-ce que Jonas Vingegaard est remis de sa chute et dans ces cas-là, il pourra se battre avec Tadej Pogačar pour la victoire finale ? Sinon, ça va être très compliqué. Pour rassurer, Matteo Jorgensen, que je vous ai dit tout à l'heure, a gagné Paris-Nice, 2e du Dauphiné, failli renverser d'ailleurs le Dauphiné sur la dernière étape, est en très grande forme. Il pourrait être un excellent leader de rechange de Jonas Vingegaard. Mais est-il capable de battre Pogačar ? J'en doute. Tish Benoot est également dans l'équipe pour aider ses leaders. Wilco Kelderman sera un excellent atout en montagne. Christophe Laporte, qu'on attendait sur le Giro, a malheureusement dû finalement abandonner et n'était pas en très grande condition ces dernières semaines. Il sera, je pense là, plus dans un rôle d'équipier, peut-être de lanceur pour Wout van Aert, et peut-être qu'il aura sa carte sur quelques-unes d'étapes comme il avait fait il y a 2 ans. Bart Lehmann donc est là pour remplacer Sepp Kuss. Ça sera un excellent équipier pour placer ses leaders, aller chercher des bidons et compagnie. Tout comme Jan Tratnik qui est là, lui, excellent rouleur, excellent grimpeur également. Il va un peu être là pour faire le sale boulot de l'équipe. Donc finalement, quand on regarde l'équipe, on voit 2 leaders se dégager, Vingegaard, Jorgensen, mais il ne faut pas oublier le 3e leader qui est Wout van Aert. Que peut faire Wout van Aert sur ce Tour de France ? Lui qui réalise une saison assez compliquée, Wout van Aert n'a gagné qu'à 2 reprises cette saison avec Bruxelles-Kurn et le Tour d'Algarve, une petite étape sur le Tour d'Algarve. Cependant, il est tombé sur À travers la Flandre, donc on l'a plus trop revu depuis. Il avait participé au Tour de Norvège, au championnat de Belgique. Malheureusement, il n'a pris que des places d'honneur. Est-ce qu'on arrivera à retrouver le Wout van Aert des saisons 2020-2021 ? J'en doute personnellement. On a un parcours du Tour de France qui peut lui convenir avec des étapes qui sont plutôt des étapes assez dures. Mais maintenant, quand on voit que en face, pour battre les autres coureurs, il y a Jasper Philipsen qui est extrêmement rapide, qui passe extrêmement bien les bosses et qui est toujours assez difficile à battre. On a également Mats Pedersen qui, un peu dans son profil, peut aller chercher également des étapes. Donc Van Aert a finalement pas trop de marge pour aller chercher des victoires d'étape. Peut-être plus dans des échappées, comme il l'avait fait sur le Tour de France, où il prend les échappées, et sur des étapes de moyenne montagne, où là pour le coup, Jasper Philipsen et Mats Pedersen ne seront pas là. Là, peut-être que ça peut être plus possible. Maintenant, il va falloir voir comment va vouloir jouer la Visma Lease a Bike.
est-ce qu'ils vont tout faire autour de Jonas Vingegaard, ou est-ce que ils sont conscients qu'il sera peut-être un petit peu diminué, donc ils vont laisser leurs coureurs comme Van Aert, comme Laporte, comme Tratnik, peut-être aller dans les échappées. Il faudra voir. En tout cas, est-ce que le podium est envisageable pour la Visma? Je pense. Est-ce que ça sera avec Vingegaard ou avec Jorgensen? Je pense que Vingegaard peut quand même aller chercher une deuxième place du Tour. La première, j'ai vraiment du mal à y croire. Maintenant, peut-être qu'on va être surpris et qu'il s'est très bien remis, etc. Ça serait assez surprenant quand même avec toutes les fractures qu'il avait eues sur ce Tour du Pays Basque. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Vingegaard peut remporter un 3e Tour de France de suite? Est-ce que Jorgensen peut aller chercher un top 5, voire un podium? Et combien de victoires vont remporter la Visma? Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, à nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette start list de l'équipe Visma. Est-ce que ça aurait pas été judicieux peut-être de ramener un Olaf Koy de nouveau, qui avait gagné sur le Giro? N'hésitez pas à nous dire voilà, tout ça dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette série en route vers le Tour, de cette vidéo également. C'est la fin donc de 22 vidéos autour de ces 22 équipes du Tour de France. On espère que ça vous aura plu. Demain, c'est le début du Tour de France. On se retrouve d'ailleurs en live demain 18h30 pour le premier podcast du Tour. Ça sera en live sur Instagram et en rediffusion évidemment dans la foulée sur YouTube. Donc on espère que vous êtes prêts, que vous êtes hype pour ce Tour de France, et en tout cas on va le suivre ensemble. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain. Salut les goths!